Analyse, débat et décryptage de l'actualité. Nous dire c'est à vous. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à un peu moins d'un mois après les dernières élections. On sait qu'un parcours n'est pas toujours parfait et il y a parfois des erreurs. Quelles sont les leçons qui ont été apprises des dernières élections? Qu'est-ce que vous allez mettre en place justement pour les corriger pour les prochaines législatives? L'idée générale est de faciliter la tâche à la population, avoir accès à l'élection. D'abord, nous prévoyons de mettre devant les bureaux de vote la liste des électeurs, des potentiels électeurs, permettant ainsi aux citoyens de s'orienter pour l'identification de leur bureau de vote. Et puis, peut-être proposer la modification des dispositions légales permettant aux citoyens d'avoir accès à la carte d'électeur à tout moment. Et puis, surtout, faire de sorte que la révision de la liste électorale ne soit pas dédiée à une période. Faire de sorte que, ouvrir des guichets dans les centres d'état civil pour que la révision de la liste électorale puisse se faire tous les jours de l'année. Ce sont des projets, ce sont des propositions que nous faisons, tirées de l'expérience passée qui font que, bon, ben voilà, on peut faire mieux que ça. Donc, faciliter l'accès de la population à la matière électorale. Très bien. Alamine? Oui, bonsoir, Président, et merci de nous faire l'honneur d'être sur le plateau. On a cru entendre que le phénomène Jean-François Kouassi, qui actuellement fait beaucoup l'actualité sur les réseaux sociaux, n'ait pas pu enregistrer tous les critères. La candidature n'a pas été retenue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pardon, je voudrais savoir qu'en est-il réellement et quels sont les motifs qui ont justifié cette situation-là. Bon, mais je ne connais pas particulièrement le statut de M. Jean-François Kouassi, mais je retiens tout simplement que pour être candidat à l'élection des députés, il faut être électeur. Il faut avoir 25 ans, être ivoirien de naissance et n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et puis bien entendu résider de façon continue les 5 années précédentes. Alors certainement qu'il a dû être frappé par la clause de l'âge. Je ne sais pas quel âge il a, mais en tout cas la loi exige qu'il faut avoir 25 ans, à la différence de l'élection du président de la République. D'accord, très bien. Donc Jean-François Kouassi n'a certainement pas respecté l'une des conditionnalités pour être... Et puis il y a l'attestation de régularité fiscale. Exactement. Voilà. Et puis le cautionnement. Bon, peut-être que c'est 100 000, c'est plus facile, mais bon. D'accord. Qui n'a pas satisfait à ces différentes conditions-là. On verra bien, on espère entendre le principal concerné, s'il veut bien évidemment se confier sur ce sujet. Josias, ça c'est bon? Monsieur le Président, tout à l'heure vous avez signifié qu'il y avait environ 1400 candidats qui ont été retenus pour 1100 dossiers. Alors, lorsqu'on fait un bond dans le passé, la toute dernière élection législative que vous avez organisée, parce qu'il faut le rappeler, c'est votre deuxième fois d'organiser une élection législative, c'était en 2021. Et en 2021, il y a eu 1500 candidatures pour 1700 dossiers. Voilà. Et aujourd'hui, on remarque que les deux contextes étant différents. 2021, on sortait à peine d'une crise, et 2025, où il n'y a pas eu vraiment une crise à la même dimension, mais on remarque qu'il y a une baisse au niveau du nombre de dossiers, du nombre de candidats. Est-ce que c'est un signe alarmant pour vous? Qu'est-ce que cela vous inspire? Oh, c'est le soubresaut des partis politiques. N'oubliez pas que même si 2025 n'est pas 2020 ou 2021, mais n'oublions pas que quand même il y a un parti politique qui a demandé à ses militants de ne pas participer à l'élection. Et c'est quand même le PPACI, ce n'est pas rien le PPACI. Donc pour nous, ça peut justifier cela, mais il n'y a rien d'alarmant. Vous savez, nous, commission électorale indépendante, on aurait été plus heureux de voir tout le monde participer à l'élection. D'autant plus que la Constitution elle-même dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Mais comment peuvent-ils concourir à l'expression du suffrage s'ils ne participent pas aux joutes électorales? Donc pour nous, le fait de voir tout le monde participer est un bonheur pour nous et ça nous amène à continuer la sensibilisation. Maintenant, pour des raisons qui leur sont propres, si des partis politiques décident de s'abstenir de participer ou s'abstiennent de participer à l'élection, bon, qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? On prend et puis bon, on leur donne acte de leur non-participation. Encore que bon nombre d'entre eux viennent sous d'autres aspects. Très bien, Josias, oui. Alors, Monsieur le Président, le motif évoqué par le PPACI, le parti dont vous parliez tout à l'heure, c'est que le délai pour le dépôt des dossiers et l'élection législative était trop proche. Et est-ce que la CEI, la commission que vous dirigez, n'avait pas les outils, les moyens pour pouvoir aider le PPACI en ce sens? D'autant plus que l'article 1 de la loi portant organisation, fonctionnement de la CEI dit que la CEI est chargée de proposer les dates de scrutin et les dates de début de campagne avec le gouvernement. Est-ce que la CEI ici ne pourrait pas faire quelque chose en faveur du PPACI? Ce n'est pas forcément en faveur du PPACI. Il faut préciser que l'organisation des élections législatives en décembre, ce n'est pas nouveau. C'est prévu par la Constitution. La Constitution dit que la 5e année du mandat législatif prend fin et que les élections sont organisées avant la fin du mandat. Et qu'en plus de cela, il faut que la liste des députés soit prête pour coïncider avec la rentrée parlementaire qui s'est fait le 3e lundi de la nouvelle année, c'est-à-dire de 2026. De janvier 2026. De janvier 2026. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. Et depuis je ne sais pas, la dernière élection, c'était le 6 mars 2021, mais avant, ça a toujours été en décembre. Mais si en 2020, on n'a pas pu l'organiser, c'est parce que tout simplement, il y a un dialogue. Il y a eu cette crise post-électorale. Voilà la désobéissance civile qui a entraîné le CNT et on n'a pas pu organiser les élections. C'est pour cette raison qu'on l'a fait le 6 mars 2021, mais ce n'était qu'une exception. Voyez-vous. Voilà, donc je me dis que c'est vrai que la Constitution donne peut-être la possibilité à la commission électorale de se mouvoir dans la proposition des délais. Mais il y a des délais selon lesquels on ne peut aller au-delà. Parce que ce sont des délais constitutionnels. Parce que si aujourd'hui, nous, on fait d'une certaine façon, on ne pourra pas avoir la liste prête pour participer à la rentrée parlementaire.
Donc il faut tenir compte de ces choses-là aussi. Très bien. Bon, allez-y, terminez. Alors, monsieur le Président, vous avez signifié qu'il y avait exception en 2020. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'en 2025, il y avait exception, avec les petits événements qu'on a connus, qui peut-être ont défavorisé ou ont empêché les candidats du PPACI pour leur préparation pour ces élections-là? Mais monsieur Josias, vous savez bien qu'une exception, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Si l'exception se répète, ce n'est plus une exception, ça devient un principe. Donc voilà pourquoi pour nous, il n'y a pas de motif qui puisse justifier le report. Il n'y a pas de motif qui puisse justifier le report. Dites-moi, est-ce qu'il y a un motif qui puisse justifier le report? Ah, mais c'est que je ne vous ai peut-être pas dit. C'est que certains députés ont informé de ce que on allait organiser l'élection des députés avant l'expiration du mandat, de leur mandat, ont exigé leur dédommagement. Ça veut dire quoi? Puisque en réalité, en 2021, ils ont été élus le 6 mars 2021. C'est cela. Et si on organise les élections avant le 6 mars 2021, ils ont l'impression d'avoir perdu 3 mois. C'est cela. Donc ils ont exigé le paiement de ces 3 mois. Tous les députés confondus. Est-ce que vous avez vu un député qui a contesté la période de l'élection? Aucun d'entre eux n'a contesté. Aucun député n'a dit non, nous ne pouvons pas accepter, nous n'allons pas accepter d'organiser les élections avant la fin du mandat. Mais parce qu'ils ont été défrayés, ils ont été remplis de leurs droits. Donc, ce faisant, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'il n'y a pas de motif pouvant justifier le report de l'élection, comme en 2020. Dites-moi, si vous connaissez quelques éléments qui puissent justifier le report, partageons. Monsieur le Président, est-ce que vous avez été saisi, par exemple, par le PPACI pour demander un éventuel report? Parce qu'on a entendu, très bien. Non, nous, on n'a pas été saisi par le PPACI pour solliciter un report. On a appris, les difficultés qu'il rencontrait sur les chaînes télé. D'accord, Monsieur le Président, parlant des partis politiques, on a eu dire qu'un autre parti de l'opposition, en l'occurrence le PDCI-RDA, vous a saisi en vue de faire son retour au sein de la Commission centrale. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, ce n'est pas le PDCI. C'est la personnalité désignée par les soins du PDCI qui nous a saisis pour solliciter son retour. Ce n'est pas le PDCI. Bon, dans l'opinion, on se dit qu'il représente son parti. Oui, bien sûr, mais nous, on fait la distinction. Bien sûr. Parce que c'est le représentant qui a prêté serment et non le PDCI. Donc vous confirmez la démarche? Oui. Et quelle a été la réponse de la Commission? Mais la Commission centrale a opposé une fin de non-recevoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait pour la personnalité désignée par les soins du PDCI, le fait pour cette personnalité de répondre à une injonction du PDCI est une violation de son serment. Parce que lorsque vous êtes nommé, avant d'être nommé, quand vous êtes désigné par un parti politique, vous n'êtes pas son représentant. Et pour assurer cette rupture avec votre mandat, qui pourrait être votre mandat, ou bien l'autorité qui vous a désigné, on vous fait prêter serment. Et puis vous bénéficiez de beaucoup d'immunités, telles que l'immunité de responsabilité, par exemple. On ne peut pas vous poursuivre. Vous n'êtes pas responsable des propos, des actions que vous menez dans l'exercice de vos fonctions. Autant d'immunités qui vous sont accordées pour assurer sereinement votre mission. Et malgré cela, vous répondez à une injonction d'un parti politique. Fût-il celui qui vous a désigné. Mais vous violez votre serment, puisque vous-même vous avez dit, en exécution de ce serment, d'exécuter votre mission en toute connaissance des causes, en toute indépendance. Donc, en vous soumettant ou en exécutant une injonction d'un parti politique, mais vous violez votre serment. C'est un parjure. Mais en plus de cela, la loi portant organisation de la Commission électorale indépendante vous impose une obligation de présence. Et pendant près de combien de mois, le représentant ou bien la personnalité désignée par les soins de ce parti politique n'a pas été à la Commission électorale indépendante. Donc légalement, vous avez le droit de oui, bien refuser. sûr, bien entendu. En attendant, bien entendu, de donner suite à certaines poursuites. C'est cela, très bien. Alamine? Monsieur le Président, j'ai une question un peu pratique par rapport aux modalités d'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible pour un citoyen qui est inscrit sur la liste électorale à Bobo d'être le représentant d'un candidat pour une circonscription comme Yopougon? Est-ce qu'il peut être le représentant d'un candidat qui concourt à l'élection dans une autre localité que la localité où il est inscrit sur la liste électorale? Oui, vous pouvez le faire. Mais sauf que, malheureusement, vous ne pouvez pas voter là-bas. Oui, mais... pas peut-être compris la question. Oui, c'est bien ça, mais au niveau le code électoral précise, en son article 85, que les représentants des différents candidats, pour signer les différents procès verbaux, il faut être inscrit sur la liste électorale de la circonscription. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Comment ça se fait que je suis inscrit sur la liste électorale à Yopougon, mais je représente un candidat à Bobo, sachant que je ne peux pas signer les différents PV, selon le code électoral? Non. Explication. Alors je vous explique. La loi vous fait obligation d'être inscrit dans la circonscription ou bien dans le bureau de vote où vous êtes représentant du candidat. C'est pour vous permettre de voter. Mais ça n'a rien à voir avec la signature. Mais si vous décidez de ne pas être inscrit dans cette circonscription, et puis vous êtes le représentant de votre candidat dans cette circonscription, mais vous privez votre candidat d'une voix. Mais ça ne vous empêche pas de poser les actes que vous pouvez. Bon, je vais lire l'article. Oui, Voir au troisième paragraphe. Il a dit, le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux des dépouillements. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée. Oui. Donc, vous dites, ceux-ci, donc faisant mention des représentants ou des suppléants, doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée pour signer les différents PV. Mais peut-être que je ne me suis pas fait bien comprendre. En réalité, il vous a fait obligation d'être inscrit. Mais dans quel intérêt on exige que vous soyez inscrit dans un bureau de vote? Soit pour voter, soit pour signer les PV. Non. La signature des PV n'a rien à voir là-dedans. Okay. La signature des PV n'est pas une condition de validité du PV. Okay. Vous pouvez ne pas signer.
Si on subordonnait la validité du procès verbal à la signature des représentants des candidats, imaginez-vous, M. Fofana, celui qui sentirait le roussi va refuser de signer, affectant ainsi la validité du procès verbal. Voilà pourquoi on n'en fait pas une condition de validité. La signature du représentant d'un candidat n'est pas une condition de validité, mais c'est la preuve qu'il était présent. Donc on n'a pas besoin d'appartenir à une circonscription pour représenter un candidat dans une autre. Non, vous devez. C'est ce que la loi dit. Vous devez le faire, mais pour vous permettre de voter. Parce que c'est quand même vous êtes un citoyen, vous êtes un électeur, ça vous permettre de voter. Mais si vous décidez de ne pas le faire, on peut vous refuser. Mais c'est dans votre intérêt qu'on le fait. Mais si vous insistez que vous êtes un candidat, vous êtes le représentant d'un candidat dans un bureau de vote, mais vous n'allez pas voter puisque vous n'êtes pas inscrit, parce que vous votez dans le lieu de votre inscription. C'est cela. Donc on peut ne pas voter, mais apposer sa signature et faire ce pourquoi on est dans le bureau. D'accord. Alassane? Monsieur le Président, en 2021, on a eu moins de 38% de taux de participation, exactement 37,88 si mes souvenirs sont bons. Quel est votre objectif à la Commission électorale indépendante pour ces élections législatives? Bon, nous, vraiment, pour les taux de participation, nous faisons tout pour amener la population à participer à la matière électorale. C'est notre objectif, c'est 100%. Il le faut. Parce que, comprenez ceci, le candidat, surtout à cette élection, il est le représentant du peuple. Et ce faisant, il faut que le peuple se reconnaisse en lui. Mais le peuple ne peut se reconnaître en lui qu'en participant à l'élection. Voilà pourquoi il est bon que la population vienne participer à cette élection. Donc pour nous, on exhorte la population à participer effectivement et on fait tout pour que cette population puisse participer à l'élection. Donc vraiment le taux de participation le plus élevé. Parce que ce sont ces personnes-là, ou bien ces personnalités, qui vont voter les lois, qui vont contrôler l'action du gouvernement. Et pour cela, il faut que ces personnes-là soient vraiment des dignes représentants de la population. Et pour ce faire, il faut que vous participiez à l'élection, à leur élection. Donc on exhorte encore la population à venir. Donc le taux qu'on souhaite, si vous voulez, c'est beaucoup de participation. Beaucoup de participation. Mais en même temps, il est bon de préciser qu'en matière électorale, le taux de participation peut avoir plusieurs sens. Il y a des citoyens qui sont inscrits sur la liste électorale qui ne participent pas au vote. Il y en a qui participent au vote, mais dont le vote est nul parce qu'on n'a pas pu appréhender l'expression de leur volonté. Mais il y en a d'autres qui viennent, qui disent, moi, je veux voter, mais les candidats ne m'emballent pas. Et ils votent blanc. Et puis il y en a qui votent au profit d'un candidat. Vous voyez, ils se sont tous exprimés, c'est-à-dire celui qui a voté le bulletin blanc, comme celui qui a voté le bulletin valide, comme celui qui a voté le bulletin nul, ils se sont tous exprimés. Sauf que pour le bulletin nul, on n'a pas pu appréhender sa volonté. Mais le bulletin blanc, on a appréhendé sa volonté, mais elle n'est pas faite au profit d'un candidat. Et le bulletin valide, c'est l'expression de la volonté au profit d'un candidat. Mais ils se sont tous exprimés. Donc il faut, pour le taux de participation, apprécier de façon après un peu, on va dire... relative. Il faut relativiser et il ne faut pas en faire une condition. D'accord. Monsieur le Président, il y a également j'ai envie de dire, une polémique dans l'opinion concernant l'imprimerie nationale qui, par le passé, imprimait les listes électorales avec les photos. Cette année, il me semble que l'imprimerie nationale n'a pas accepté de le faire. Et beaucoup dans l'opposition estiment que c'est une volonté de fraude massive. Comment vous réagissez? Non, en réalité... Vous savez, les choses évoluant. Par le passé, on donnait cette liste-là aux gens avec les photos. Mais avec ce qu'on appelle aujourd'hui la protection des données personnelles des citoyens, on a été interpellés. On a été interpellé sur la question, de sorte que finalement, on a essayé de revoir notre position. Donc, on remet la liste électorale avec toutes les données des personnes, sauf les photos. D'accord, très bien. Alors, une information pour Alamine, je pense que ça va lui faire plaisir. Jean-François Cossy est plutôt sur la liste des candidats retenus. Il s'agit d'un autre Jean-François qui, lui, n'a pas été dans la candidature, n'a pas été retenu. Donc, votre ami, Jean-François Cossy, est bien sur la liste des candidats retenus pour la commune, pour la commune de Cocody. Mohamed Nour, c'est à vous. Monsieur le Président, moi, je voudrais me projeter sur l'après-scrutin. Premier volet de ma question, comment ça va se faire pour les candidats qui ne seront pas d'accord avec les résultats? Comment va se gérer le contentieux électoral? Deuxième question pour vous, après 2 mandats à la tête de la CEI, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est peut-être temps de moderniser un peu la proclamation des résultats? Je m'explique. On a beaucoup entendu cette notion qui est de plus en plus vieillissante, ont obtenu. Donc parfois, ceux-là qui proclament peuvent être pris de fatigue, donc on peut être dans certaines erreurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de peut-être moderniser la manière de proclamer les résultats? Bien sûr. Vous savez, la réflexion est dynamique. Donc l'action aussi. Donc chaque fois que besoin sera, on va améliorer. Peut-être que hors micro, vous allez nous donner vos idées là-dessus pour voir un peu comment on peut améliorer la proclamation des résultats. Mais nous faisons déjà beaucoup. Vous avez vu, à l'élection du président de la République, on a proclamé les résultats à peine 2 jours après les élections, après l'élection. Ce que je voudrais dire, il ne faut pas oublier qu'il faut être prudent dans la proclamation des résultats. Il faut vous assurer que ce que vous proclamez correspond à l'expression de la volonté du peuple, transcrit sur les procès-verbaux. Donc il faut que vous ayez les procès-verbaux comme référentiel pour proclamer les résultats. D'où une certaine circonspection quant à la proclamation des résultats. Bon, maintenant, la première question était relative... La gestion du contentieux électoral. Alors,
quand on a proclamé lequel contentieux? Parce que vous savez, en matière électorale, il y a 3 contentieux. Il y a le contentieux de l'éligibilité, il y a le contentieux de l'élection et il y a le contentieux des déchéances. Donc c'est lequel contentieux? De l'élection. Mais on n'est pas encore arrivé à l'élection. Non, mais il faut que les candidats sachent comment ils doivent... Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura l'occasion d'en parler quand on va se rapprocher de l'échéance, évidemment avec le président ou avec un de ses représentants sur l'un de nos plateaux. Je vous donne la parole, messieurs, le temps pour moi d'en placer une. Monsieur le Président, il y a beaucoup de questions sur les cartes d'électeurs. Oui. Il y en a qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas participé au scrutin présidentiel, qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur. C'est quoi la conduite à tenir? Mais à chaque fois qu'il y aura une élection, les cartes d'électeurs non distribuées seront entreposées dans les bureaux de vote. Donc à la faveur des législatives, ils pourront aller dans leur bureau de vote, retirer leur carte d'électeur. Retirer leur carte et puis participer à l'élection. Très bien, Josias. Moi, il faudrait revenir sur la question qui a été posée par Mohamed Nou concernant l'élection présidentielle, la proclamation. Alors, nous avons assisté à certaines, si vous me permettez, bavures, certaines erreurs, à certains niveaux de proclamation. Il y avait des chiffres qui n'étaient pas exacts, que la CEI a rectifié par la suite. Bien sûr. Il y avait aussi la personnalité qui donnait les résultats, qui à un moment donné, on sentait un peu les fatigues. Oui. Voilà. Est-ce que la CEI, concernant cette méthode, a déjà songé à remplacer celle-ci et à apporter clarification aux citoyens relativement à ce qui n'allait pas à cette période-là? Mais si, vous savez, il faut faire les choses en fonction des hommes. Pour le moment, la compréhension de notre processus se fait de cette façon. On peut le faire. Est-ce que vous savez que même avant la proclamation des résultats, nous on avait plus ou moins les résultats? Mais si on proclamait ces résultats sans nous référer aux procès-verbaux venant du terrain, c'était une violation de notre processus. Mais comment vous avez les résultats avant de recevoir les... Non, puisqu'il y a 2 façons comme on appelle, de transmettre les résultats. On le fait de façon numérique et on le fait de façon physique. Donc de façon numérique, les résultats arrivent avant. Et ensuite, de façon physique, les résultats viennent après. Donc je dis, en nous fondant sur la transmission numérique, nous on avait déjà les résultats. Mais ces résultats, il faut les confronter avec comme on appelle la transmission physique. Donc c'est ce qui fait que souvent on est obligé d'attendre. Et puis, on est habitué un peu à cette proclamation. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, et je sais, vous êtes bien pressés, au fur et à mesure, on fera mieux. Vous allez voir que ceux qui viendront après nous auront d'autres méthodes de proclamation des résultats. Parce que si vous venez, par exemple, devant les Ivoiriens, sans avoir un référentiel qui est le support papier, parce que les partis politiques ont désigné leurs représentants au sein de la commission électorale pour surveiller les opérations électorales. Alors chaque commissaire doit valider, doit consolider le procès-verbal provenant de sa zone de supervision. Mais même si vous avez les résultats numériques, mais vous ne pouvez pas proclamer les résultats sans validation du commissaire superviseur. Donc, d'où la nécessité d'attendre. Voilà pourquoi j'ai dit, nous avons les résultats de façon numérique, mais nous n'avons pas les résultats de façon physique, parce que ceux-ci n'ont pas fait l'objet de validation de la part des superviseurs, ce qui peut prendre plus ou moins quelques temps. D'accord, Monsieur le Président. Au fur et à mesure, les lois seront modifiées, et puis vous allez voir que ces choses-là vont aller mieux. Par le passé, on a constaté que les élections législatives sont très sensibles dans certaines zones. Est-ce que vous avez identifié des zones à risque? Alors, vous savez, à l'allure où les choses vont, toutes les zones sont finalement des zones à risque. Parce que quand vous considérez qu'une zone n'est pas à risque, c'est là-bas qu'on trouve le risque. Donc nous sommes partis sur le schéma de l'élection du président de la République. Toutes les zones qui nous ont donné du fil à retordre dans cette élection-là, nous allons regrouper les lieux et les bureaux de vote comme on l'avait fait à l'élection du président de la République. Les bureaux qui ont été fermés resteront fermés. Ça sera une sorte de sanction pour nos concitoyens qui s'en sont pris au matériel et au personnel de la commission électorale. On vous posera la question, est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal. C'est légal, on n'a pas dit qu'il n'y aura pas vote. On a dit tout simplement que si vous nous avez empêché de voter ici, et que pour contourner cet empêchement, nous avons regroupé le vote ailleurs, mais on ne viendra plus là, vous viendrez là où on a regroupé le vote. Mais nous sommes toujours dans la même région. Bien entendu. D'accord. Alamine? Oui, par rapport au procès-verbaux, finalement, quel est le statut légal d'un procès-verbal si la signature exclusive de l'ensemble des représentants n'est pas condition sine qua non de valider la crédibilité? Donc finalement, à quoi ça sert? Alors je vous dis, le procès-verbal est le journal du bureau de vote. Il mentionne tout ce qui s'est passé dans le vote. Alors, vous parlez des représentants des candidats, mais nous avons des personnalités dont la signature fait foi sur un procès-verbal, ce sont les membres du bureau de vote. Par contre, la signature des membres du bureau de vote est très importante. Mais la signature des représentants des candidats n'est pas une condition de validité. Mais ce sont, oui, ce n'est pas une condition de validité, M. Fofana. Pourtant, c'est eux leurs candidats qui concourent au scrutin. Non, mais si vous faites comme ça, vous êtes candidat. Votre représentant, c'est M. Josias. Et puis M. Josias, et selon vous, la signature de M. Josias est une condition de validité du procès-verbal. M. Josias, sentant que vous êtes perdant, il refuse de signer le procès-verbal. Comment je fais? Il doit fournir les preuves matérielles de la raison qui l'empêche de ne pas signer. Dans le cas où, oui, le représentant. S'il estime, par exemple, que les gars ont été frappés, donc il doit fournir les preuves matérielles de bout en bout, séance tenante. Dans le cas où il ne peut pas le faire, sa signature n'a plus foi de crédibilité. Non, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'est même pas obligé. Il dit, je ne signe pas. Parce qu'il est de mauvaise foi. Parce que la loi dit quoi? Vous signez et vous pouvez apporter vos observations là-dessus. Il y a une partie du procès-verbal qui vous permet de recevoir les observations. Vous n'avez qu'à dire tout simplement, j'ai constaté tel acte qui sont contraires à la loi. Et je les consigne. Et ces observations constituent une réclamation pour la juridiction en charge des élections. Vous n'avez même pas besoin de saisir cette juridiction après l'élection. Mais ces observations, si elles sont de nature à entacher la sincérité du scrutin, mettent en branle la juridiction. Monsieur le Président, est-ce que c'est effectif? Mais c'est effectif. D'accord. J'ai été secrétaire général du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est saisi de ces observations depuis les procès-verbaux. Ce que nous voulons dire,
le procès-verbal doit être authentifié par la signature des membres du bureau de vote. Mais on n'en fait pas une condition de validité de la part des représentants des candidats, sinon ce serait aléatoire. Un candidat qui se sent en difficulté va refuser de signer le procès-verbal. Or, c'est une condition de validité. Comment on fait? La loi doit ouvrir à ce Très bien. moment. Alors, Monsieur le Président, avant de vous laisser partir, évidemment, vous allez vous prononcer sur la campagne pour ces élections législatives. Oui. La campagne avant l'heure, on voit des candidats qui s'agitent, qui commencent à sillonner les localités dans lesquelles ils concourent. Que dit la loi sur cette campagne? Mais la loi dit de ne pas faire campagne avant la période. La période de la campagne, elle sera ouverte du 19 décembre au 26 décembre, soit 8 jours. C'est cette période-là qui est consacrée ou qui est affectée, qui est indiquée pour la campagne. Alors la campagne est l'occasion pour le candidat de présenter son programme à la population. Mais il n'a pas le droit de le faire avant. Mais toutefois, le candidat, ils usent de malice, vous pouvez l'imaginer aisément. Ils peuvent aller rencontrer, ils appellent ça des visites citoyennes. Toute chose qui permet un peu de se présenter vis-à-vis des électeurs. En même temps que vous ne posez pas d'acte ostentatoire, manifestation publique, se rapprochant d'une campagne, vous êtes dans la régularité. Parce que l'objectif, c'est de permettre à la population de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez. Voilà. Donc, on ne demande pas aux candidats de poser des actes ostensibles, mais ça n'empêche pas le candidat d'aller saluer, comme ils le font si bien, leurs électeurs. D'accord, très bien, Alassane. Alors, Monsieur le Président, une question assez personnelle. Vous avez déjà conduit une législative, de présidentielle, et donc ça sera la deuxième législative. Et de toute l'histoire électorale de notre pays, la Commission électorale indépendante a été au cœur des tensions, au cœur des crises. De votre expérience personnelle aujourd'hui, selon vous, quel est le véritable problème? Et quelles sont les solutions qu'Ibrahim Kubiar Koulibaly pourrait donc proposer à la Côte d'Ivoire et non aux acteurs politiques afin que la CEI ne soit plus au cœur de ces polémiques-là? C'est une question très importante pour moi. Vous savez, la Côte d'Ivoire, par le passé, a connu le parti unique. Et ce faisant, lorsque vint le multipartisme, on a cru bon de sortir les institutions de l'escarcelle du parti unique en créant multiples institutions. Alors que, pour moi, la solution ne se trouve pas dans la création d'organes. La solution se trouve dans l'éducation des hommes. Pour moi, c'est ça. Il faut éduquer les hommes. Il faut sensibiliser les hommes. Il faut les amener à être responsables face à leurs devoirs. Il ne s'agit pas de multiplier les organes. On va créer les organes, mais après, qui c'est qui va animer ces organes-là? Mais ce sont ces mêmes citoyens du parti unique à la pensée unique qui vont animer ces organes-là. Donc pour moi, l'essentiel se trouve dans l'éducation des hommes, la sensibilisation des hommes, de les rendre vertueux. C'est pour cette raison qu'ailleurs, vous verrez, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Ce sont les mêmes citoyens qui organisent les élections parce qu'ils sont vertueux. Il faut amener le citoyen à comprendre les enjeux d'une élection. Il ne s'agit pas de multiplier les organes. Donc, en temps opportun, je viendrai là-dessus et puis on va mieux s'expliquer. Mais pour moi, l'essentiel se trouve dans l'éducation de la masse.